Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 17 janvier 2022 et c'est l'épisode 305. Les Myriage continuent à faire parler d'elle, on va dire elle, je l'ai mis au féminin pour l'instant, avec une class action aux États-Unis et ce sont d'ailleurs de manière générale les intelligences artificielles qu'on va suivre une fois de plus avec dans cet épisode avec notamment des sujets autour de la reconnaissance faciale en Iran, avec des gros enjeux forcément politiques et éthiques, encore pas mal de chat GPT, de génération de textes. On va parler aussi de conduite autonome, mais alors cette fois-ci ce sera même de conduite autonome d'avion, vous allez voir, c'est assez surprenant. On va parler aussi de Tesla, de véhicules de manière générale. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Est-ce que tu avais des petits retours à nous faire suite aux derniers épisodes ? En fait, je voulais juste faire un petit erratum sur l'épisode du week-end dernier. Dans la première rubrique où on discute de l'efficacité énergétique entre les puces Intel et AMD, à un moment, je dis texto, c'est pas parce qu'une puce est cadencée 2 fois plus haut qu'elle va 2 fois plus vite. C'est un lapsus, en fait. La phrase sous-entend qu'on parle de fréquence, et quand je dis cadencé, c'est vrai que souvent on sous-entend fréquence, et non, en fait, c'est pas vrai. C'est un truc qui va à 2 fois la fréquence, oui, il fait le boulot 2 fois plus vite. Mécaniquement, voilà. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'une puce consomme 2 fois plus qu'elle va 2 fois plus vite. Et après, la discussion qui suit parle bien de vitesse en fonction de la consommation, et donc ça reste valable. Tout le reste, c'est valable, sinon c'est bon. Et puis, puisque j'y suis, Tulkas aussi a dit dans les commentaires, me dit que on peut pas dire que les 4070 soient pas un bon générationnel par rapport à la génération 3000. Et il me semble pas, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir nié que la série 4000 était pas, qu'elle avait pas une bien meilleure efficacité énergétique que la génération précédente. En tout cas, pas dans cet épisode, peut-être avant, j'ai peut-être oublié. Mais en particulier, je dis que, comme la 4080, la 4070, elle a un rapport performance-prix qui est plutôt défavorable par rapport à la 4090, comme sa grande sœur. La 4070 est proposée bizarrement chère. Mais je dis pas qu'elle est pas efficace énergétiquement. C'est une bonne carte, c'est juste que la grille tarifaire de Nvidia est un peu zarbe. Parce que d'ordinaire, les meilleurs rapports performance-prix sont pas dans les ultra haut de gamme, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bizarre. Sinon, oui, la finesse de gravure et l'architecture aidant, les 4000 consomment moins d'énergie que les 3000 pour le même boulot. Et d'ailleurs, Digital Foundries le calcule précisément. Sous contrôle, la 3080 consomme 10 joules par image, la 4070 Ti 7,62 joules par image et la 4080 6,86 joules par image. Voilà, si vous êtes un gros maniaque comme moi, allez voir la chaîne de Digital Foundry, c'est une super chaîne pour les gros maniaques. C'est génial, et c'est la première fois que j'entends ce calcul de joules par image. Je ne crois pas qu'on ait déjà calculé les choses et qu'on ait relayé les choses de cette manière-là. C'est intéressant. Bon, vous avez vu, on rentre dans le vif du sujet dans l'introduction de cet épisode. Une fois n'est pas coutume. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de puces avec efficacité énergétique, j'en profite aussi pour rebondir sur l'annonce de la part d'Apple de nouveaux appareils. Il y a en tout cas des mises à jour des appareils, en particulier les MacBook Pro avec les M2 Pro, M2 Max. Il y a les Mac Mini aussi qui s'actualisent avec les M2. Globalement, il n'y a pas de changement remarquable au-delà de l'intérieur du capot. Alors, il y a plus d'efficacité énergétique justement avec les nouvelles générations de puces, probablement, des capacités supérieures, une autonomie du coup supérieure à performance équivalente, du Wi-Fi 6E. En gros, des machines qui sont actualisées un tout petit peu plus cher, ça on pouvait s'y attendre, mais je vous laisserai aller regarder en détail ce qui est annoncé sur les sites spécialisés. C'est pour le 24 janvier qu'arrivent ces nouveaux produits, mais en attendant quand même, et avant de continuer à parler de tech ensemble, je voulais faire une petite parenthèse comme le veut la tradition pour aller saluer les personnes qui ont accepté de rejoindre notre page Patreon. Je vais citer donc Anthony Ferrero, Axel Pernock et Gilles Bangratz. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait la démarche d'aller sur patreon.com. En fait, ils ont accepté de venir prendre part à l'aventure de Tech Café. Ils ont choisi d'investir quelques euros chaque mois dans une veille tech fiable, on peut le dire maintenant, livrée dans un format unique, à la fois agréable et divertissant, en tout cas on l'espère. Faites comme eux, et puis vous pourrez profiter du chapitrage des épisodes, d'un flux privé premium sans pub. C'est sur patreon.com/techcafé. Votre soutien, vous le savez maintenant, c'est assez vertueux, fait de notre activité un véritable travail. Alors merci beaucoup par avance de faire comme
fameux et de soutenir ce podcast. Je pense que ça peut faire partie encore pendant quelques jours des bonnes résolutions 2023. Et puis de toute façon, même si vous ne souhaitez pas soutenir le podcast, et c'est pas grave, on vous en veut pas, mais en échange, on vous demande quand même d'aller faire savoir au monde entier que vous aimez Tech Café et que ça vous est utile, que ce soit sur Apple Podcast, Podcast Addict, notamment il y a Kestrel Sandmorn qui a déposé un avis, tiens-toi bien Guillaume, roulement de tambour sur Apple Podcast le 10 janvier. Le jour de la Saint-Guillaume. Et ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, je trouve. Merci beaucoup à Kestrel. Et il dit... Ah, les deux Guillaume, un podcast terrible, un emballage aux petits oignons par Guillaume et un compte-rendu soigné et précis, accent du Sud en prime par Guillaume, que demander de plus? Le best-of de la tech au sens ultra large, vraiment le top. Guillaume, est-ce qu'on peut qualifier ta diction de chantante avec un accent du Sud? Moi je trouve qu'il y a des petits... Pas du tout. Non. En fait on en avait déjà parlé, je savais que je voulais t'interpeller là-dessus. Mais tu vois, je suis pas le seul à trouver que tu as une petite diction qui est dessus. En tout cas, ta voix est chantante. Et c'est très appréciable. J'ai un petit accent provincial comme ça qui a son petit charme. C'est pour ça. Et on l'apprécie, garde-le. Commentez sur techcafé.fr. Rendez-vous également sur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et puis je vous rappelle enfin que j'interviendrai, comme je vous l'ai dit, au Amiens Tech Festival pour tenter de vous faire une approche vraiment dans les grandes lignes des Myriages le 26 janvier, donc à venir sur Amiens. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. En plus, c'est gratuit. Et puis je serais ravi de vous rencontrer, mais sans autre forme de procès. On attaque les vraies, bonnes, dures news de cette semaine avec la veille qui se concentre une fois de plus sur les myriages et sur les intelligences artificielles. Décidément, qu'est-ce que l'actualité est dictée dans les nouvelles technologies par l'intelligence artificielle? Il faut suivre ça de près et forcément, on pouvait s'y attendre. Il va commencer à y avoir des répercussions sur le plan juridique et ça y est, il y a une class action qui se monte, Guillaume, aux États-Unis, et la cible est Stable Diffusion. C'est pas forcément celui que j'aurais envisagé être la première cible, mais c'est peut-être pas le seul. Alors, c'est pas le seul. Il y a Midjourney aussi, puis il y a DeviantArt qui vont être poursuivis en justice. Alors, c'est une class action qui est menée par Matthew Butterick, qui était déjà à l'origine de la procédure contre le copilote de GitHub. Alors, c'est une class action parce qu'elle regroupe pour le moment 3 plaignantes. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas énorme, mais peut-être que ça pourra évoluer. Donc, c'est des artistes graphiques, principalement. Il y a Sarah Anderson, qui est auteure de BD, Kelly McKernan, qui est peintre, et Carla Ortiz, qui est entre autres illustratrice. Bon, la class action est accompagnée d'une page de blog où sont exposés les motifs, les motivations du groupe. Et c'est d'ailleurs de là que je tire les infos. Et a priori, bon, franchement... Oui, comme tu dis, ça, c'est pas très étonnant. Un procès contre les IA génératives, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Au contraire, même, parce qu'il y a dans le secteur un manque de clarté qui peut être dommageable. Les artistes sont inquiets, à juste titre. On parle fréquemment de la problématique du copyright, qu'il y ait une procédure judiciaire qui puisse clarifier tout ça. Ça peut être une très bonne chose et ça pourrait donner un système plus équitable au final, plus juste pour les artistes. Ça pourrait lever les doutes quant au risque légal qu'il y a à faire telle ou telle chose avec les IA. Donc ça pourrait poser finalement des bases plus solides, plus saines pour l'économie du futur, ni plus ni moins, parce que voilà, ce qui est fait pour les images, évidemment, pourrait aussi être transposé à la musique, au texte, aux autres domaines, mais qui sont en train petit à petit de chambouler un petit peu tous les outils créatifs et au-delà, le marché du travail, évidemment, lui-même. Donc, je pense qu'il faut aborder ce genre d'annonce en général de manière constructive. Après, bon, si on se penche sur cette class action en particulier, et donc sur ce qui est dit sur la page, je suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie, disons, pour une raison purement technique. Ça, bon, évidemment, il y a toujours des déclarations sensationnelles dans le communiqué, on insinue, que l'usage de Stable Diffusion, c'est 10 fois pire que le pire vol d'œuvres d'art de l'histoire. Voilà, on sort des chiffres, bon, comme le chiffre de 5 milliards de dollars, on ne sait pas trop d'où. Enfin, si, je pense que je sais d'où il vient, parce que c'est probablement en relation avec le Lion 5B qui contient 5 milliards d'images. Mais bon, elles n'ont pas été volées vraiment. Et puis $1 par image aussi, bon, pourquoi, je sais pas. Bon, honnêtement, c'est de bonne guerre, je dirais, d'avoir comme ça, d'être un petit peu sensationnel, c'est assez classique, d'y aller un peu à fond quand tu attaques en justice, j'imagine. Le souci, il n'est pas là. Par contre, si on lit plus avant, on a vraiment l'impression que l'équipe semble avoir du fonctionnement de Stable Diffusion une compréhension assez naïve, puisqu'il l'appelle un outil de collage du 21e siècle. Et c'est pas anodin en fait, puisqu'ils veulent attaquer sous l'angle du copyright, donc de la copie, donc ils doivent établir que le logiciel ne fait que réarranger des copies d'œuvres protégées. Et donc pour étayer cet argument, il y a un paragraphe où ils expliquent entre guillemets le processus de diffusion comme un algorithme de compression. Ils concluent même, je cite, en termes informatiques, ça serait appelé une compression avec perte comme le MP3 ou le JPEG. Et ils vont même jusqu'à écrire « l'IA reconstruit une copie des données d'entraînement via le débruitage ». Et ça, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe.
Et juste après, il y a un paragraphe sur l'interpolation de deux images qui provient d'un article qui est sorti de son contexte, puisque l'argument est qu'il est possible d'interpoler deux images dans l'espace latent, ce qui est vrai par ailleurs, et que les productions de Stable Diffusion sont des interpolations d'images du training set, et ça, c'est pas vrai. Donc si on résume, la vision que l'équipe à Matthew, là, elle semble avoir de Stable Diffusion, ça serait l'IA est composée de versions super compressées de toutes les images des données d'entraînement, et il les interpole entre elles via un conditionnement de texte, qui sert aussi, je cite, à créer une couche de confusion, rendant plus difficile pour l'utilisateur d'avoir accès aux copies conformes des images d'entraînement. Donc, il est sous-entendu que sinon, on pourrait facilement récupérer les copies conformes des images originales. Et ça, c'est pas vrai, c'est pas possible non plus. Donc, l'argument, pour bien le voir, d'ailleurs, il est assez simple, pour voir qu'il n'y a pas les images d'entraînement dans Stable Diffusion, il est assez simple. Oui. Stable Diffusion, il est entraîné sur un sous-ensemble du Lion 5B. Le Lion 5B comprend 5 milliards d'images. Et, on peut rappeler, c'est une base de données quelque part, Lion, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes, mais c'est une banque de données qui est évidemment labellisée, etc. Et qui est open source, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tout est ouvert. Lion, c'est le nom de l'association. Lion 5B, c'est le nom de l'ensemble, effectivement, de ces 5 milliards d'images avec leur description. Et donc, sur Stable Diffusion, ils ont utilisé 2 milliards d'images. Et après, ils ont fine-tuné sur le Lion Aesthetic, qui est un sous-ensemble qui comprend les 600 millions d'images considérées comme jolies, c'est-à-dire artistiques, pour qu'évidemment, ils donnent des résultats jolis. Et bon, tous ceux qui ont essayé de télécharger sur leur PC Stable Diffusion savent que Stable Diffusion 1.5, par exemple, pèse 4 gigaoctets. Le modèle que tu télécharges, il pèse 4 gigaoctets. 4 gigaoctets, c'est 4 milliards d'octets. Donc ça veut dire qu'on aura compressé 2 milliards d'images dans 4 milliards d'octets. Ce qui fait que chaque image serait représentée par 2 octets. Ça, pour de la compression, c'est quand même de la bonne compression. C'est remarquable, c'est de l'ordre du record. Voilà, donc c'est pas possible. Mais qui dit compression dit on peut revenir en arrière, normalement. Enfin, non, pardon, oui, non, c'est pas si simple. Mais enfin, dans une certaine mesure. Mais... 2 octets, si tu veux, pour revenir en arrière, ça va être compliqué. Voilà. Le dataset original, il passe 100 teraoctets. Donc, et c'est 100 teraoctets d'images compressées. Donc, passer de 100 teraoctets à 4 gigas, c'est quand même un facteur 25 000, compresser 25 000 fois des données déjà compressées par ailleurs, va pas rester grand-chose quand même. Et donc, en fait, si ça fonctionnait vraiment comme ça, en faisant des interpolations d'images de base, en plus, ça marcherait juste pas du tout, en fait. On pourrait jamais avoir ce niveau de généralisation. Le modèle ne contient pas les images d'entraînement, strictement aucune. La manière dont ça fonctionne, en fait, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est beaucoup plus passionnant que ça, justement. C'est beaucoup plus puissant. Parce que Stable Diffusion, il est constitué de 2 grosses parties. Il y en a une qui crée une représentation du texte, du prompt, qui est envoyé dans un espace latent, qui, comme il l'appelle, c'est un espace mathématique abstrait qui encode à la fois les textes et les images. C'est Clip qui fait ça précisément. Ensuite, il y a une partie qui génère des images dans cet espace latent, et enfin une partie qui décode ces représentations en pixels normaux prévus pour nos yeux à nous. Donc la partie diffusion, elle se fait dans l'espace mathématique abstrait, dans l'espace latent. Donc ni Clip ni le modèle de génération ne contiennent aucune image. Ils sont des représentations de toutes les images possibles. Ils sont un système de repérage dans l'ensemble de toutes les images. Toutes celles que tu peux imaginer. Alors, virtuellement, c'est-à-dire qu'en fait, on parlerait de toutes les images qui ont un sens pour l'être humain, si on considère que l'IA a vu un échantillon représentatif de toutes les images qui ont un sens pour l'être humain, et qui ne sont pas juste du bruit aléatoire, tu vois. Donc, la différence entre on crée un mode de représentation pour toutes les images, et on intègre les images elles-mêmes, elle n'est pas forcément si simple à saisir finalement, tu vois, même si c'est ce qu'on fait finalement depuis très longtemps. Puisque de base, c'est assez simple d'imaginer qu'il y a une infinité de manières de représenter, de décrire une image sur un écran, tu vois. La plus simple, la plus naïve, c'est d'enregistrer simplement toutes les couleurs de chaque pixel. Donc voilà, un nombre par pixel, pour simplifier. Donc si tu veux, tu as juste une liste de nombres. Bon, c'est simple, est-ce que c'est efficace ? Non, pas du tout. C'est une représentation qui est très simple à faire, très simple à décrire, mais c'est pas efficace. Donc tu dirais que c'est du non compressé, tu vois. Et on sait très bien qu'on peut faire mieux, parce qu'on a tous utilisé un ordinateur, qu'on a tous vu un JPEG, on sait très bien qu'on peut faire mieux que ça. Mais il y a une raison plus profonde, finalement, pour laquelle on peut faire mieux que ça. C'est qu'en fait, l'espace des images qui ont un sens pour nous, êtres humains, il est ultra structuré, en quelque sorte. Il est extrêmement petit, extrêmement réduit par rapport à l'ensemble de toutes les images possibles. Imagine qu'on prenne cette représentation basique, là, avec, tu vois, chaque pixel, c'est un nombre. Imagine qu'on attribue donc une couleur aléatoire à chaque pixel. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Une bouillie. Voilà, on va obtenir du bruit, comme de la neige sur un écran de télé. Si tu le refais encore une fois, si tu le refais 1 milliard de fois, si tu le refais même 100 milliards de fois, est-ce que tu as une chance de voir un chat avec un chapeau, comme ça, sortir, ou Macron en train de faire caca, comme ça, sortir ? Ah, tiens. Tu vois ? Peut-être. Pourtant,
non seulement ces deux ensembles d'images, le chat avec un chapeau ou Macron, existent vraiment, elles sont possibles à représenter sur un écran, mais en plus, il y en a une infinité. Il y a une infinité de manières de représenter un chat avec un chapeau. Tu vois ? Et en fait, notre espace visuel, il est extrêmement contraint. Et adopter une autre manière de décrire les images pour permettre de capturer au mieux ces contraintes-là, c'est ce qu'on fait en faisant du JPEG, parce qu'essentiellement, on utilise une base de Fourier quand on fait du JPEG. C'est ce qu'on fait aussi quand on utilise des ondelettes. Et dans la vie, en fait, les images ont des textures, des motifs qui sont différents selon les échelles. Et si on essaie de capturer ces différentes textures, qui sont parfois plus douces, parce qu'elles varient lentement, comme le ciel, ou au contraire, elles varient très très vite, comme de l'herbe ou du crépi, ça marche beaucoup mieux que de prendre tous les pixels bêtement. Les décompositions d'ondelettes permettent d'avoir des fichiers largement plus petits, on le sait bien, tu vois. Et pourtant, les ondelettes, c'est pas des images, c'est pas un ensemble des images. Une base d'ondelettes, c'est une représentation générale de toutes les images. Et elle est plus efficace, beaucoup plus efficace que représenter, que prendre tous les pixels à la suite pour représenter les images de la vie de tous les jours. Par contre, si tu veux représenter une image de neige sur la télé ou d'une image complètement aléatoire, les ondelettes, ça sert à rien. C'est ça qui est marrant, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça dépend de ce que tu veux représenter. L'idée, avec les réseaux de neurones, c'est de faire un peu pareil, sauf qu'au lieu de réfléchir à créer nous-mêmes une représentation, comme on s'est cassé la tête là pour trouver les ondelettes et compagnie, on va laisser le réseau de neurones le faire tout seul. On est sans a priori. On va lui montrer des milliards d'images, et il va lui-même se faire une idée de la meilleure manière de représenter les trucs qu'il a vus. Et ce qui est important, c'est que la fonction cardinale d'un réseau de neurones, ou d'une IA en général, c'est justement de généraliser. Tu vois, le but, c'est pas de représenter le dataset. Le dataset, c'est l'ensemble d'entraînement, c'est des exemples, mais elle doit être capable de prendre en charge tous les cas. Le dataset, c'est pour créer un modèle qui doit être suffisamment général, parce qu'il n'est pas suffisamment général, il est raté, on le fout à la poubelle, il sert à rien en fait. Donc, si on revient à Stable Diffusion, ce que contient le réseau générateur d'images, c'est pas les images du dataset, c'est un modèle qui est capable de représenter, en fait, de repérer plutôt. Enfin, techniquement, c'est un modèle qui est capable de repérer du bruit sur une image et de la nettoyer. Il peut le faire parce que justement, il a vu des milliards d'images et qu'il sait comment est-ce qu'elles ont tendance à se dégrader, les images. Donc, il se fait une sorte de représentation à lui de comment doivent être les images. Si elles ont du bruit, comment est-ce qu'elles devraient être sans bruit. Et donc, il repère le bruit qui ne devrait pas y être. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise de manière un petit peu bizarre, puisqu'on crée une image qui est totalement aléatoire, où il n'y a que du bruit, comme de la neige sur la télé, et ensuite, on laisse le modèle halluciner dessus. On lui dit, vas-y, enlève le bruit là-dessus. Sauf que... si on en ayant comme contrainte le prompt. Oui, voilà, parce que si on n'a qu'une représentation purement visuelle, on maîtrise rien. C'est-à-dire, il va finir par te sortir une image, mais au hasard. Il faut une représentation qui soit lexico-visuelle pour contrôler le processus complet, tout simplement avec du texte. Et c'est là que la représentation de Clip intervient. Clip, donc c'est un autre réseau de neurones qui a son propre espace mathématique, dans lequel à la fois les images et les textes sont convertis en vecteurs abstraits, un objet mathématique abstrait, et on l'entraîne jusqu'à ce que la partie texte de sa représentation et la partie image de cette représentation coïncident. Quand les vecteurs coïncident, ça veut dire que Clip a en quelque sorte la même image mentale, à la fois de la description d'une image et de l'image elle-même. Et ensuite, on se sert de ce vecteur-là, on se sert de cette information-là, de cette représentation, pour donner une direction vers laquelle le modèle de reconstruction va aller, petit à petit, pas à pas. Donc on part au hasard, donc on part dans cet espace immense, d'un point au hasard. Donc, et si on demande un chat avec un chapeau, et le sampler, ce qu'on appelle le sampler, donc l'algorithme, il va prendre cette direction, ça va lui donner une direction dans cet espace immense, et dans cette direction, il va avancer pas à pas dans cet espace des images, et il va aller dans la direction de l'espace qui va vers le lieu des chats avec des chapeaux. C'est un espace d'une complexité inimaginable. Il y a un univers entier d'images qui correspondent à un chat avec un chapeau. Il y a une galaxie de chats avec des chapeaux. Il y a des nébuleuses entières, rien qu'avec des siamois qui ont des hauts de forme. Tu vois, il y a des amas monstrueux de persans avec un Stetson. Il y en a tout ce que tu veux. Et le sampler, lui, en fait, il va se promener pas à pas dans cet espace et à chaque fois, il va donner une image qui pourra nous plaire ou pas, qui sera une photographie de ce lieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de convergence, en fait. Il n'y a pas une solution unique. Le sampler se balade au fil des étapes dans un lieu visuel qui est immense, qui a une complexité infinie. Et voilà, et nous, on prend des photos de ça. Donc, en fait, si on voulait résumer ça de manière un peu plus imagée, ça marche un petit peu comme s'il y a un être, un alien, un être d'une autre dimension, qui connaîtrait pas du tout notre univers, et à qui on aurait montré des milliards d'images de notre monde, de notre imaginaire aussi, puisqu'on lui a montré des peintures et tout ça. Et puis, cet alien, quand il dort, on lui susurre des mots à l'oreille, et lui, ça le fait rêver de ça. On lui murmure des mots, comme ça, et ça le fait rêver. Et nous, on prend des photos de ses rêves.
Et c'est des rêves qui sont souvent bizarres d'ailleurs, des rêves souvent biscornus, mais on garde celles qu'on trouve jolies. Donc, pour résumer, oui, le modèle peut être utilisé pour compresser des images, hein, ça on en avait même parlé, mais c'est pas ce qui est fait sur les images des datasets. Elles sont techniquement pas dans le modèle. Et oui, on peut aussi faire de l'interpolation entre deux images en espace latent, mais c'est pas ce qui est fait quand on génère une image. Mais pour autant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions qui méritent d'être posées. Tu vois, ça reste vrai. Le style d'un artiste peut être copié, oui, c'est vrai. Et si on donne le bon prompt, on peut obtenir des images qui sont proches des originaux, même si ça sera jamais totalement identique. Et il y a même des outils pour faire ça d'ailleurs, pour avoir des prompts qui se rapprochent d'une image donnée. Ouais. Donc ça peut certainement porter préjudice si tu veux, hein, même si ce ne sont pas des copies exactes. Est-ce que ce sont des contrefaçons ? Le modèle ne contient pas d'image, mais il peut en générer des problématiques. Alors tu vois, qui est responsable ? Donc il y a matière à un débat légal, c'est clair. Et en fait, c'est dommage que cette class action prenne une base technique qui soit un peu légère, parce que je pense que n'importe quel expert en IA peut démonter leurs arguments, quoi, tu vois, si on parle de ça. Est-ce que une cour de justice va y être sensible ? C'est une vraie question, malgré tout. Parce que tu vois, au-delà des expertises techniques, j'imagine qu'il va y avoir des appels à des expertises techniques qui vont tenter d'apporter la pédagogie que toi tu apportes, mais est-ce qu'un juge sera sensible à ces arguments-là ? C'est pas évident. Disons que si ils ont des affirmations. Si ces affirmations sont... Il y a dans le modèle de Stable Diffusion des versions compressées des images qui sont copyrightées et qu'on peut les récupérer. Ça, c'est factuellement faux, vérifiable. Techniquement, non. Il n'y a pas les images à l'intérieur du modèle. Donc, déjà, tu vois, ça pose problème. Voilà. Après, est-ce que c'est bizarre d'attaquer Stable Diffusion, Midjourney et DeviantArt, qui d'ailleurs utilisent Stable Diffusion, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas DALL-E aussi ? Exactement, tu vois, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas LensAI, Novel AI, enfin, toute la myriade d'applications qui utilisent les mêmes algorithmes, hein. Donc voilà, on verra bien comment ça va tourner. De toute façon, si cette class action aboutit à rien, il y en aura sûrement d'autres et qui aura justement appris probablement de celle-ci pour pas répéter les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Ça va itérer. Il y a tellement de questions à poser. Je pense que c'est aussi ça qui montre à quel point cette thématique des intelligences artificielles, notamment les génératives, les myriages, est un sujet passionnant. C'est qu'à chaque fois, quand tu abordes un sujet, je trouve que ça ouvre des milliers de questions. Donc, je vais vraiment me restreindre. Je vais d'abord faire des petites réactions parce que ce que tu redécris sur la base du fonctionnement même de ces algorithmes, il y a une vidéo de David Louapre qui est sorti sur la chaîne YouTube Science Étonnante, qui est très bien faite et qui réillustre tout ça. Il repasse même par les GAN pour expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc allez voir cette vidéo si jamais vous avez besoin de vous faire confirmer la compréhension, parce qu'évidemment il y a toute la praticité d'avoir 100 vidéos qui rend ça peut-être encore plus facilement compréhensible. Je voudrais aussi rebondir et parce que lui-même utilise le terme de myriage et on le remercie et on le salue, mais Romaric Briand qui est l'animateur de La Cellule, qui est un podcast, alors non pas sur les nouvelles technologies à la base, mais qui parle plutôt de jeux de rôle. Malgré tout, c'est un très bon exemple qui montre que quand on parle d'une thématique comme le jeu de rôle autour de la création, on peut être amené aussi évidemment à parler des myriages et de ces algorithmes. Et donc il y a pas les 2 derniers épisodes, mais en tout cas les 2 derniers épisodes de l'année 2022 qui parlent de ce sujet. Je vous invite à l'écouter parce qu'il y a vraiment des sujets très intéressants. Il y a parfois des conclusions un petit peu hâtive à mon sens, sur la vision des choses, parfois qui laisse entreapercevoir une forme de colère, et je pense qu'il faut faire attention quand on tombe dans la colère. L'exemple du procès me semble être un bon exemple. Il vaut mieux prendre le temps d'être sûr d'avoir bien compris pour traiter le sujet, même si voilà, ce qui est abordé dans La Cellule, c'est très bien compris, et il y a vraiment des explications qui sont évidemment très très intéressantes. Je voudrais faire aussi une parenthèse parce que vous êtes quelques-uns à aller sur le Discord de Tech Café à nous partager des images que vous avez générées, notamment des castors pour illustrer les fonctions de notre solaire qui sont magnifiques. C'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus, mais effectivement, elles sont vraiment très cool. Elles sont choupies, ça donne envie d'en faire des tirages pour tout vous dire. Je réfléchis au truc. Et du coup, j'imagine qu'il y en a plein qui vont aller faire des illustrations d'aliens en train de faire des rêves sur la base de tes explications. Je reviens quand même au fondement du sujet sans vouloir... c'est malheureusement trop tard, c'est le premier sujet de notre doc qui est interminable et on est déjà à 20 minutes d'enregistrement, mais les solutions légales, les pistes de solutions, je peine vraiment, Guillaume, quand je réfléchis à ce sujet, à en identifier. Finalement, quelle solution on peut avoir pour tenter d'apporter un peu d'éthique dans ces fonctionnements. Tu vois, tu parles de propositions, enfin de sortie de ces algorithmes qui copient, enfin un style, pas une image, mais un style. Alors ça, c'est compliqué. Après, le tout début, à mon avis, la base, c'est de permettre effectivement facilement aux artistes de pas être dans l'ensemble d'entraînement s'ils le veulent pas.
Ça, à mon avis, c'est quand même un truc de base. C'est vrai. Et probablement aussi, effectivement, ouais, alors, bon, voilà, ça, si tu veux, c'est plus ou moins déjà fait. Après, effectivement, la question se pose sur comment tu préviens le fait que la communauté peut recréer ça. C'est-à-dire, même si l'artiste n'est pas à l'intérieur du truc, ils peuvent effectivement entraîner un nouveau modèle avec des images eux-mêmes, et voilà. Ça déplace la responsabilité, mais je pense que tout début, ce serait déjà de faire ça. Ensuite, évidemment, il y a clairement être toujours transparent sur, est-ce que ce qu'on regarde est une image générée par une IA ? Ne jamais mélanger, tu vois. Je veux dire, il faut absolument qu'on sache toujours ce qu'on a en face de nos yeux, et ça, c'est déjà très très difficile. Mais la transparence, déjà, ce sera un bon début. Bon. On garde cette transparence en tête, mais Guillaume, je sais que tu as plein de choses que tu voulais nous partager. On va laisser les miriages de côté, on va aller en Iran, on va parler quand même de reconnaissance faciale et des enjeux éthiques de mise en application de ce type de surveillance. Oui, en Iran, on est né à 19 000 arrestations, 500 morts, dans un contexte de protestation d'une situation historique contre le régime théocratique, et on s'attendrait peut-être pas à ce qu'un outil comme la high-tech vienne en aide aux mollahs, d'ordinaire plus porté sur la tradition, quand même à le rétro, tout ça. La modernité, ça leur plaît pas trop, en général. Sauf que quand c'est pour chasser le dissident, surveiller la population, pour que ça file droit, ça, ils aiment bien. Donc, la reconnaissance faciale, c'est bien pratique pour traquer les femmes qui portent pas de hijab, parce qu'évidemment, ça tombe bien, vu qu'elles ont pas le foulard, on voit leur visage. Donc, on peut les identifier avec des outils, comme ceux de Tiandi, par exemple. Alors, Tiandi, c'est une boîte de vidéosurveillance chinoise qui a fait ses armes chez les Ouïghours. Donc, voilà, c'est une valeur sûre. Et bon, Tiandi utilisait des puces Intel, d'ailleurs, c'est vraiment... Mais bon, les Américains assurent que c'est fini. Et pour être honnête, on n'a pas vraiment de preuves que les femmes soient victimes de reconnaissance faciale permanente comme ça, mais il y a un faisceau de présomption. Il y a de plus en plus de témoignages qui font état d'arrestations au domicile, ou de messages qui sont reçus alors qu'il n'y a eu aucune rencontre avec la police, que tu n'as jamais croisé une patrouille, que dalle. Tu vas faire tes courses, peinarde, et le lendemain, tu reçois un SMS et une amende. Pour non-port du voile. Pas de contrôle physique, pas d'interpellation, rien. Juste des caméras un petit peu partout, et c'est vrai que c'est un petit peu suspect. Ça en soi, ça n'a rien d'original. Sur 179 pays passés en revue, Steven Feldstein, qui est expert en surveillance, et il est aussi ex du gouvernement américain, il compte 77 pays qui utilisent au moins une forme de surveillance automatisée, par de l'IA, et 61 qui utilisent de la reconnaissance faciale. Donc, c'est vraiment pas si original. Et puis on pourrait ajouter que la Chine exporte volontiers ces technologies vers les pays qui ont une autre idée que nous de la démocratie, mais bon, c'est pas comme si ça n'existait pas du tout non plus partout ailleurs, et ici aussi désormais, parce que bon voilà, donc comme quoi finalement une régulation des IA c'est complexe, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ouais, c'est un sujet évidemment qui mérite aussi d'essayer. Tu as raison. C'est hyper intéressant ce qui se passe en Iran, même si évidemment c'est pas réjouissant avec l'angle que tu soulignes. Je voyais au passage des vidéos de centres commerciaux en Iran ces derniers temps où tu vois les femmes se balader vraiment de manière beaucoup plus libre et découverte que par exemple il y a un an. Alors est-ce que c'est des exceptions? Est-ce que c'est une tendance? Voilà, c'est une vraie prise de risque, mais qui a l'air d'être vraiment largement partagé, et donc ça accentue encore l'intérêt probablement pour qui veut lutter contre ça pour des reconnaissances faciales. On s'arrête un petit peu, Guillaume, aussi sur le texte avec une orientation autour de ChatGPT, et c'est intéressant parce que tu nous parlais de transparence, et il y a CNET qui a été cité à plusieurs reprises ces derniers temps parce qu'ils auraient sorti pas mal d'articles autour de la finance, mais qui auraient été rédigés par une intelligence artificielle. Mais oui, c'est pas moins de 75 articles sur l'économie que CNET a donc publié, sans dire, ou presque, que ça avait été fait par effectivement une intelligence artificielle. En fait, il fallait cliquer sur le lien, tu sais, où il y a marqué CNET Money Staff, il fallait cliquer dessus pour savoir qui c'est le CNET Money Staff, pour découvrir qu'en fait, ce staff, c'est une génération de texte à façon ChatGPT, et quelques gens, mais probablement pas très nombreux, chargés de relire les productions. Ouais. De les textes, c'était principalement des résumés explicatifs, tu sais, de différents trucs en finance, comme qu'est-ce que Zelle ? Maintenant je sais. Ou est-ce que ça vaut le coup de péter mon placement maintenant ? Enfin voilà, ce genre de trucs. Des articles assez banals, pas très excitants à écrire. Bon, du travail qu'on fait d'ordinaire à des débutants ou à des extérieurs, qui étaient quand même payés pour ça, même pas beaucoup. Et du coup, CNET montre la voie. C'est la première fois qu'un algorithme remplace des humains pour écrire du texte complexe. Parce que bon, on avait déjà des dépêches automatisées, mais des pages automatisées pour le sport, par exemple, globalement, c'est du texte à trous que tu remplis à la volée, il n'y a rien de vraiment sophistiqué. Là, c'est un vrai texte, et ça illustre bien l'ouverture du champ des possibles pour les articles automatisés. Et aussi le transfert de valeur qui risque de s'opérer. Des petites mimines qui écrivaient ces articles pas passionnants, mais quand même qui rapportaient un petit peu, à OpenAI,
qui va déjà ouvrir une version expérimentale de ChatGPT payante. Évidemment, hein, what else? Alors, attention, faire tourner ChatGPT, ça coûte un bras parce que c'est un modèle énorme, et il faut bien payer les serveurs qui sont sollicités. Il y a des millions de requêtes par jour. C'est un service qui coûte très très cher parce que c'est énormément de calculs en fait. Et puis bon, évidemment, il y a un bon potentiel business. Donc ChatGPT Professional sera donc tout simplement une version premium du chatbot, c'est-à-dire plus rapide, toujours disponible, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'affluence. Une version VIP qui ouvre la voie à un usage en temps réel pour les boîtes qui voudraient construire des applis dessus, comme GPT-3, comme ça se fait déjà pour GPT-3. D'ailleurs, il y a, je crois avoir vu passer assez rapidement que ChatGPT allait intégrer aussi l'ensemble des outils IA de chez Azure. Donc voilà, ça, c'est vraiment un mariage qui marche bien. Et bon, effectivement, quand tu crées une appli, ce qui est basé sur GPT-3 et que tu dois payer forcément à chaque fois que tu envoies des tokens, des mots, quoi, pour les générer, c'est des applications qui doivent elles-mêmes faire du fric. Et parfois, ce qui est assez rigolo, donc il y a eu d'autres news que je condense sur les applis textuelles, il y a eu Replica. Donc Replica, on a déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est une appli qui est censée faire des chatbots censés devenir des compagnons empathiques sur le téléphone. Et bon, pour booster... Et alors justement, ça c'est nouveau, parce que pour booster justement un peu l'attractivité de l'option payante de Replica, il a misé sur une manière, de manière pas très surprenante, sur le sexe. L'option premium donc permet désormais d'avoir des discussions coquines et même des sextos avec des images. Alors c'est des photos de bouse plutôt, parce que c'est toujours un peu orienté, apparemment il y a plus de demandes côté masculin, j'ai l'impression. Et bon, le truc c'est que en fait tu as des discussions coquines dès lors que tu es premium, que tu le demandes ou pas. Du coup, les utilisateurs payants actuels qui se sont retrouvés avec des chaudasses à l'autre bout du chat sans avoir rien demandé. Et j'exagère pas, plusieurs se plaignent qu'on est carrément à la limite du harcèlement sexuel. Donc, alors, le robot peut être recadré, mais il faut insister. Donc par défaut, les chatbots sont des gros forceurs. Alors, ce serait juste rigolo, en fait, si une partie des utilisateurs de Replica n'étaient pas des gens un peu vulnérables qui se tournent vers ces applis pour se sentir mieux, quoi. Voilà, des gens un peu vulnérables, comme on en trouve aussi sur Coco, par exemple. Alors, malgré son grand âge, ChatGPT était quand même au centre de plusieurs actus et controverses cette semaine, et Coco, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de santé mentale, pour la santé mentale. Alors, le principe de Coco, c'est, quand ça va pas, tu écris sur la plateforme, et c'est envoyé anonymisé à des gens qui te répondent. C'est supposément avec empathie, quoi. Mais... Ouais, voilà, ils te répondent avec empathie pour que ça aille mieux, effectivement. Et puis à un moment, il y a 4000 personnes qui ont reçu des réponses comme d'habitude, mais on ne leur a pas dit qu'en fait, elles avaient été écrites par un robot. Le plus beau, c'est que les réponses ont été bien accueillies dans un premier temps. Les gens, tant que les gens ne savaient pas que c'était un robot qui était derrière, ils ont trouvé très bien ces réponses. Et puis dès qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'humain, par contre, ça n'avait pas été pareil. C'est compréhensible. Sur une plateforme basée sur l'empathie, se faire répondre par un robot, ça fait tâche. Bon, l'expérimentation a quand même été encadrée, les réponses de l'IA étaient relues par des humains, histoire de vérifier que c'était pas des réponses du genre « ouais, tu me dégoûtes, tu sers à rien, on va mourir ». Tu vois, ça pourrait être bon. Mais bon, l'éthique de l'ensemble reste quand même très très discutable. Ouais, c'est marrant d'ailleurs de réfléchir. Je me posais la question, est-ce qu'il y a des équivalents à ChatGPT ou des projets d'équivalents à ChatGPT qui soient plus orientés comme Stable Diffusion sur une philosophie plus open source? Est-ce que tu as connaissance? Oui, ouais. Bien sûr, oui. On va peut-être les citer, du coup. Parler. Oui, mais on va en parler parce qu'en fait, il y a donc t'as sauté trois trucs, mais ouais, pardon. Bon, on continue du coup avec le conducteur. Non, mais t'as raison parce que je trouvais que ça faisait sens parce que j'y réfléchis. Mais bon, on va continuer avec ton conducteur parce que. Il y a Microsoft, tu parlais de l'intégration avec Azure. Et alors justement, on peut peut-être rebondir aussi avec ça parce qu'il y a Microsoft qui voudrait pour le coup intégrer GPT dans Word, une manifestation en plus pour peut-être commercialiser les services justement. Oui, Microsoft est à fond dans OpenAI et The Information laisse entendre que Bing pourra intégrer donc ChatGPT. Et cette semaine, le même site croit savoir que Microsoft pourra intégrer la génération de texte à Office et en particulier à Word, PowerPoint et Outlook. Ça semble logique, même s'il faut pas oublier que les productions de ces outils sont encore remplies d'erreurs et de contresens. Ça pourrait facilement porter préjudice dans un contexte professionnel, mais bon. C'est surtout le début du cauchemar à mon avis, parce que tu as vu le nombre de mails plus ou moins utiles qu'on reçoit, ouais, c'est clair. Et le nombre de rapports à rallonge plus ou moins utiles et pertinents qu'on reçoit. Est-ce que ça serait une bonne idée de donner aux gens la possibilité de produire un volume de texte 10 fois plus important encore, gratos? T'imagines la tronche de ta boîte email si ça devient gratuit d'envoyer je sais pas, des mails qui sont écrits à 95% par Outlook lui-même. Donc l'infobésité, ça sera peut-être le mot des prochaines décennies, à moins que ce soit l'infocalypse, parce que si les modèles de langage peuvent soulager le boulot des sites d'info,
peuvent aussi soulager celui des scammers. Donc ChatGPT, il est suffisamment convaincant, il écrit suffisamment bien pour que même des chercheurs y voient que du feu, puisqu'il y a des universitaires qui ont généré de toutes pièces 50 abstracts, c'est-à-dire des résumés d'articles scientifiques. 4 scientifiques cobayes ont été sélectionnés pour faire le tri entre 50 faux résumés et 50 vrais résumés. Il y a quand même 32% des faux résumés qui ont été pris pour des vrais. Donc de la pensée que bientôt, il y a des articles entiers qui pourraient passer à travers. C'est pas une majorité, mais le chiffre est important, quoi. Ouais, c'est quand même beaucoup. La puissance de ces outils commence à peine à nous effleurer. Il y a un rapport qui est vraiment intéressant, c'est un rapport de WithSecure qui s'est amusé à créer des prompts pour automatiser la création d'emails, de phishing, de fake news, de trolling sur les réseaux sociaux. Et il donne leur recette de prompt engineers. Donc par exemple, pour faire des faux mails, donc des faux mails de conformité avec le GPDR par exemple, ils mettent un texte avec des mots-clés pour remplacer facilement après avec le nom des personnes. Génial. Et c'est vraiment une aide précieuse. Les mails ont l'air pro, bien écrits, ils peuvent se faire dans toutes les langues, langue connue du modèle, hein. Et puis on peut en envoyer 1000 variations et surtout rapidement créer des chaînes de mails qui se suivent de manière cohérente et qui renforcent la crédibilité de la sollicitation. Bien plus authentique que beaucoup de mails de phishing qu'on peut recevoir. Bien sûr, et puis tu peux aussi te faire passer pour une réfugiée ukrainienne avec son bébé. Et bien sûr, donc là c'est GPT-3, il peut écrire en longueur sur des boîtes de personnes, sur des boîtes ou des personnes qui n'existent pas. Ils peuvent raconter ce que tu demandes, sur qui tu veux. On peut même lui demander explicitement d'inclure des mensonges ou des menaces. Et ça marche très bien, j'étais sur le cul en lisant ça. Et c'est dur d'ailleurs de l'encadrer, de le limiter, parce qu'il peut y avoir des garde-fous, mais ils sont très facilement contournables, hein. Les exemples sont légion maintenant. Imagine un dialogue de théâtre ou imaginons en théorie que... c'est assez facile de les contourner. ChatGPT est censé avoir des garde-fous. En fait, ça marche très très mal. Donc il peut aussi rédiger des campagnes d'influence, d'ailleurs plus subtilement. Tu sais, le rapport contient un exemple avec des NFT ou pour un challenge débile, genre bouffer de la lessive. Ouais. Il y a un prompt pour faire de la promo. Il y en a un autre pour pour créer des commentaires de clients qui sont absolument ravis. Et puis là aussi, tu peux générer des réponses à ces tweets. En 4 ou 5 prompts, tu fais une campagne complète, quoi, tu vois, et tu peux demander un style particulier. Style tweet, style Reddit. Tu peux aussi demander de conserver une opinion, tu vois. Tu peux donner un long texte sur la prise du Capitole du 6 janvier avec l'opinion que tout était pacifique et que rien d'illégal ne s'est passé. Et tu peux pondre des textes anti-vax au kilomètre. C'est un rapport qui est vraiment intéressant parce que... il est très bien fait. Il est très facile à lire. Ouais. Et il fait littéralement froid dans le dos. Des fake news écrites à l'échelle industrielle. Et c'est indiscernable de ce que pourrait écrire un être humain. Et les modèles de langage toujours plus puissants sont prévus pour cette année. Les chercheurs eux-mêmes sont un peu terrifiés quand même. Le rapport est vraiment facile. Il est en anglais, mais je vous invite vraiment à aller le regarder. Même la maquette est sympa à lire, etc. Et c'est très bien classé. Il y a tous les exemples qui sont hyper lisibles. C'est assez chouette à consulter. Ouais. Oui, c'est le premier rapport. Il y en a un autre de Stanford et d'OpenAI qui est moins difficile à lire pour le coup, qui est pas beaucoup plus optimiste. Hein. Il est un peu sur le même sujet. Lui... effectivement, il étudie la possibilité de se rebraquer des campagnes d'influence politique comme on a vu en 2016. Mais bon, voilà, c'est des campagnes d'influence en version GTI Turbo, quoi. Et bon, c'est inévitable que ces campagnes d'influence vont utiliser ces outils. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de contre-mesure. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est urgent d'avoir une réponse concertée du fait que, qui fait les modèles... les modèles capables de quoi? Réguler le secteur, c'est important. Créer des outils de sélection, de détection. Tu as une suggestion radicale a même été envisagée qui est assez rigolote. Polluer volontairement Internet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre? Comme s'il n'était pas déjà assez, certains diront. Mais c'est ça. Mais c'est une pollution contrôlée. C'est-à-dire, l'idée, ce serait de polluer l'ensemble d'entraînement avec des données radioactives. J'adore. Entre guillemets, mais c'est le truc qu'ils utilisent. Et en fait, les données seraient radioactives parce que ces radiations pourraient être perçues dans une production de texte suffisamment longue. Donc en gros, on met en ligne d'énormes volumes de données de texte qui ont une structure statistique particulière, dont on espère qu'il sera lu par le modèle, qui de toute façon est à peu près tout ce qu'il y a sur Internet. Et ensuite, le texte produit pourrait garder une trace statistique subtile de cette anomalie. C'est vraiment c'est une suggestion originale, ambitieuse, qui n'est pas sans poser d'autres problèmes, mais bon. Voilà, devra-t-on se passer par des données radioactives pour éviter l'infocalypse? Je ne sais pas. Mais bon, oui, on revient effectivement à ta question. Oui, sur les algorithmes qui pourraient être sur d'autres fondements, on va dire. Et oui, on parle toujours de GPT-3 ou de ChatGPT, et c'est vrai que c'est souvent eux qui font les plus gros titres, mais c'est loin d'être les seuls modèles, et surtout, ce sont des modèles fermés. On ne peut pas les télécharger, on ne peut pas s'en servir sur son PC tranquille et les modifier. Mais il en existe des kyrielles de modèles de langage, et qui sont open source. Et certains sont utilisables sur pratiquement n'importe quel PC. C'est extrêmement exaltant d'un point de vue scientifique et des usages potentiels. Ah oui, je me réjouis.
Mais ça arrange pas trop, effectivement, la donne dans le cadre des menaces dont on vient de parler, tu vois, c'est un fait. Des modèles de langage puissants sont accessibles à tout le monde, pratiquement, et on peut effectivement en citer quelques-uns. Alors, à tout seigneur, tout honneur, hein, on peut citer Bloom. Donc, Bloom, c'est le plus gros et le plus puissant de tous. Bloom, il est énorme, hein, il a 176 milliards de paramètres. Donc, c'est un truc qui rivalise sans problème avec GPT-3. Il couvre 46 langues. Hein, c'est mignon le nom, Bloom, pardon. Bloom, oui, excuse-moi, 46 langues, c'est ça ? 46 langues. Alors, il reste inaccessible aux particuliers parce qu'en fait, il nécessite 700 gigaoctets de mémoire pour être chargé. Donc, c'est réservé à des boîtes, à des gros labos. Mais c'est déjà formidable qu'il soit en accès libre. Techniquement, vous pouvez l'utiliser, mais bon, ça va mettre un quart d'heure par mot, quoi, parce qu'en fait, il faut qu'il swap sur le disque et qu'il charge chaque couche du réseau indépendamment. Il y en a 70. Enfin, bon, bref. Voilà, c'est pas 13 vraiment langages de utilisable. programmation au passage. Tout à fait, c'est un monstre, c'est un truc comme GPT, hein. Il y a vraiment très très fort. Mais bon, plus accessible, on a les modèles d'Eluther AI, qui a donné donc une série carrément de modèles. Les GPT Neo, donc GPT Neo X par exemple, fait 20 milliards de paramètres, donc ça le réserve encore à des machines puissantes, mais c'est nettement plus à portée. Et GPT Neo se décline en version 1,3 et 2,7 milliards de paramètres, ce qui les rend utilisables sur presque n'importe quoi. Sur des machines avec 8 ou 16 Go de RAM, vous pouvez charger GPT 1,3 et même GPT 2,7 milliards. Même pas besoin de GPU ou quoi que ce soit en fait. Hein. Un modèle de 1,3 milliard de paramètres produit une bonne douzaine de mots par seconde au moins sur un vénérable quadricœur. Hein, donc et vous avez besoin de 8 Go de RAM. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. GPT-J avec 6 milliards de paramètres, c'est le meilleur rapport, en fait, c'est le meilleur rapport puissance, généralité et taille. Donc 6 milliards de paramètres, c'est utilisable en temps réel sur une grosse GPU, donc il faut être un peu équipé, mais sans plus, et ça affiche des performances qui sont pas si loin de GPT-3. Et c'est totalement libre et totalement téléchargeable, ce qui veut dire que tous ces modèles peuvent être modifiés, fine-tunés pour vos applications spécifiques. Vous pouvez personnaliser le modèle. Ah oui, complètement. Vous pouvez personnaliser le modèle chez vous. Et assez facilement, en fait. Hein. Donc, si votre truc, c'est les chatbots, sachez que Blunderbot, qui est le chatbot géant de 175 milliards de paramètres de méta, est en téléchargement libre depuis le mois d'août. Et si, comme moi, vous faites partie des pauvres péons hein, qui ont moins de 512 gigaoctets de RAM, désolé, ben, vous pouvez toujours vous rabattre sur Godel. Donc, Godel, c'est le successeur de DialoGPT, qui est un chatbot Microsoft, qui est très compact, qu'on peut facilement personnaliser. Et voilà, donc pour retrouver tout ça, bon, impossible de passer à côté de Hugging Face. Hugging Face, donc, qui est un site qui regroupe mais non seulement une montagne de modèles pour tout et n'importe quoi, mais qui offre également des suites d'outils qui permettent de s'interfacer avec ces modèles et de les faire tourner très facilement. Vous pouvez faire tourner un modèle de langage en 4 lignes de Python. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer, mais vraiment sur n'importe quoi. Et GPT-Neo fournit même un petit toy modèle, un petit modèle minuscule de 125 000 paramètres, qui tourne même sur une grosse patate. Donc vraiment, vous pouvez essayer sur n'importe quoi. Est-ce que par souci de transparence que tu appelles de tes voeux et que tu mentionnais tout à l'heure, si un jour tu fais une chronique dans Tech Café qui s'appuie sur des modèles, tu nous le diras ou pas ? Bah, alors, je vous le dirai pas au début, mais je vous le dirai au final. Oui. Okay. Mais il y a peu de chance parce que pour l'instant, en fait, seuls les gros modèles peuvent parler français correctement parce que les plus petits modèles maîtrisent plus difficilement plusieurs langues et la plupart utilisent plutôt de l'anglais, bien sûr. Et justement, ce qu'on va pouvoir utiliser comme motif de différenciation entre les gros et les petits, c'est justement sur le nombre de langages qui sont couverts. Est-ce que c'est sur la subtilité de certaines générations ? C'est sur la qualité globalement des productions. C'est-à-dire qu'un modèle qui est plus gros va produire des textes qui sont plus cohérents et plus de meilleure qualité sur des plus grosses longueurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous produisez des textes assez courts, c'est pas forcément la peine d'avoir un très très gros modèle. Par contre, si vous voulez produire plusieurs pages, bah c'est sûr que Bloom sera imbattable, hein, forcément. Bon, une fois que tu auras préparé ta chronique, Guillaume, de toute façon, il faudra bien que tu l'incarnes, à moins que peut-être demain on trouve des algos qui arrivent à te générer ça avec de la voix, carrément. Ben oui, écoute, voilà, on avait un peu évoqué. Les robots ont déjà les mots, maintenant ils ont la voix. Voilà, ça y est, en fait, ils vont même avoir ta voix. Tu te souviens, la dernière fois, on avait évoqué les traductions simultanées en conservant la voix du locuteur. Ouais, impressionnant. Et ça, c'est fini, c'est fait. Parce que Wall-E, c'est une nouvelle IA qui parle. Donc c'est un algo de synthèse vocale, hein, mais sauf que elle se veut être plus naturelle évidemment qu'une synthèse vocale, disons standard, mais surtout elle est capable de t'imiter beaucoup mieux que Canteloup. Parce qu'en fait il suffit de 3 secondes, tu parles 3 secondes, et ça y est, elle a pris ta voix. Et ensuite elle peut lire n'importe quel texte avec ta voix. Et elle est capable de conserver les émotions
les émotions que tu as dans le prompt, hein, dans ce prompt vocal que tu envoies. Donc, tu enregistres un petit morceau en colère, un autre au bord des larmes, et bien après, évidemment, il suffit que tu écrives un texte, tu peux coller cette émotion au texte donné. C'est pas accessible au test encore, hein, ça, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a que la démo. C'est que la démo. On aime bien pouvoir le tester dans des conditions réelles pour mesurer, mais... Alors, le truc, c'est que c'est un peu terrifiant. Parce que, bon, comment dire, en l'occurrence, tu peux utiliser ChatGPT pour produire en 2 lignes un faux discours de Joe Biden et lui faire prononcer juste après, tu vois. Bien sûr. Donc c'est terrifiant, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, Microsoft ne permet pas le téléchargement du modèle. Hein. Seul l'article et quelques démos sont accessibles. C'est compréhensible. OpenAI nous avait fait le coup avec GPT-2 qui était censé être dangereux, puis après, ils ont distribué GPT-3 comme un produit, donc tout est possible. Toujours est-il que c'est vraiment extraordinaire. Ça marche vraiment, vraiment pas mal. Détail amusant, dernier détail. Vali utilise LibriLite, qui est une bibliothèque audio qui a été constituée par Meta. Donc tu vois, ça se recoupe. Tout se recoupe. Tout est imbriqué. C'est magnifique. Un dernier mot dans cette rubrique pour dire qu'on parle d'intelligence artificielle, mais est-ce que le FSD est en passe d'arriver sur les avions, Guillaume ? Presque, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de conduite autonome et jamais FSD, presque de pilotage autonome. FSD, c'est Full Self-Driving, voilà, c'est la conduite autonome. De Tesla. Donc peut-être parce que les pilotes automatiques existent depuis toujours, depuis très très longtemps, et peut-être qu'on en parle trop, mais en fait, pour l'atterrissage, c'est pas facile d'atterrir. Je veux dire, moi, en tant que vétéran de Flight Simulator, je peux vous dire que c'est pas facile d'atterrir. Bon. Et c'est pour ça qu'Airbus présente Dragonfly. C'est un système qui est censé tout prendre en charge pour poser un avion et l'amener à la porte d'embarquement. Alors tout, le routage vers le meilleur aéroport, dans le contexte, en prenant en compte la météo et des attentes possibles des attentes possibles, c'est que l'avion peut avoir, si c'est encombré, il doit attendre, bon voilà. Puis aussi après l'atterrissage, la phase de taxi, donc quand tu circules sur les pistes, tout, via des capteurs visuels, des radars. Donc c'est un avion qui devient de plus en plus autonome. Pour l'instant, le safe landing, donc comme il l'appelle, ça fait partie du pack d'opérations automatisées en cas d'urgence. Donc c'est si jamais l'équipage se sent pas bien, s'il n'y a pas d'équipage, je sais pas. Enfin, en tout cas, l'IA de l'avion prend le relais et pourra même apparemment communiquer avec le tour de contrôle, même supposément via la voix, via une synthèse vocale, puisqu'il y a des choses qui se font de vive voix. Donc voilà, les capteurs peuvent aussi servir aux pilotes, les pilotes en viande, s'il y a une très mauvaise visibilité, tant qu'à faire. Donc écoute. J'aurais cru d'ailleurs qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient avant. Donc, en tout cas, c'est chouette de voir ça annoncé par Airbus. Ça nous permet de faire une transition, Guillaume, vers une autre rubrique, parce que là, tu as l'air d'être bien parti pour nous parler de plein de véhicules, de plein de trucs qui roulent. Et en l'occurrence, là, tu nous dis, avec plein de petits trous ou pas, un data center reste un data center. Tu voudrais nous mettre en exergue les ordinateurs embarqués dans les voitures à vocation autonome qui, d'un point de vue émission, sont pas forcément réjouissants du coup. Ben, le truc, c'est que si tout le monde passe, si toutes les voitures passent en autonome ou presque, et qu'on imagine que ces niveaux d'autonomie sont 4 ou 5, c'est-à-dire 4 c'est réellement autonome, c'est-à-dire sans besoin d'humain mais sur zone cartographiée, et 5 c'est partout, c'est le niveau humain, le niveau 5, ben, c'est quand même complexe, ça va demander pas mal de calculs, tout ça, et comment on projette, si tu projettes que 95% des véhicules seront autonomes en 2050, ben, ça fait quand même 1 milliard d'ordinateurs à roulettes, comme ça fait beaucoup, parce que du coup, ça consomme de l'électricité, tout ça. Et donc, si on considère qu'ils pilotent, les pilotes automatiques comme ça, les ordinateurs pilotent 1 heure par jour et qu'ils consomment 840 watts, on arrive quand même à la consommation de tous les data centers du monde en 2018. Et parce que, alors évidemment, après, vous allez me dire, il y a un grand nombre de certitudes, c'est vrai. Quand on parle d'ordinateur de bord de dans 30 ans qui n'existe pas, c'est sûr, mais bon, il faut quand même que leur consommation reste sous le kilowatt, parce que sinon, ça va exploser la conso des data centers, quoi. Alors, et ça, bon, on ne sait pas en fait, c'est vrai. Mais bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui commencent à y réfléchir, parce que finalement, c'est vrai que c'est peut-être une source de consommation supplémentaire. Et bon, ça peut sembler prématuré, mais c'est pas mal de se poser la question. Après tout, même aux US où il y a un push très fort sur les renouvelables, les émissions repartent à la hausse, de 1,3% en 2022. Pourtant, le renouvelable a représenté 22% de la production du pays, que ça a surpassé pour la première fois le charbon. Il va pas falloir mollir quand même pour atteindre une baisse de 50% par rapport à 2005 en 2030. C'est l'objectif des États-Unis. Bon. À moins que, c'est au moins on avance. On n'est quand même plus à l'époque Exxon, tu sais, où Exxon nous niait le changement climatique et se moquait de tout ça en conduisant des recherches de son côté qui allaient très exactement dans le même sens que celle du GIEC. Mais bon,
si l'hypocrisie d'Exxon est frappante, c'est pas un cas isolé. Et puis bon, en Europe, la Commission a aujourd'hui, en ce moment, elle a passé en revue 200 annonces écolo faites par diverses entreprises. Et apparemment, il s'avère que 53% d'entre elles sont soit pas totalement exactes, soit un peu floues. Bon. Donc le rapport, qui a été lu par le Financial Times, révèle la citation suivante. Ce genre d'annonce s'avère particulièrement souvent peu claire, ambiguë ou trompeuse, se rapprochant dangereusement du greenwashing. Voilà, donc c'est un peu dommage. 95% des entreprises affirment que l'impact écologique est un enjeu prioritaire, mais bon, 84% disent quand même que ça devient nettement secondaire par rapport aux objectifs commerciaux quand l'économie va moins bien, ce qui est logique, hein, même si malheureusement, je ne sais pas si on peut considérer que ça soit encore un luxe. Je sais au passage, avec quelques réactions, que vous appréciez le fait que quelque part Tech Café ait une composante forcément très incarnée par Guillaume Poggiaspala, assez incarnée autour de la lutte contre le changement climatique, en tout cas avec des observations assez accentuées sur ce sujet au fil des épisodes. C'est évidemment avec grand plaisir qu'on prend connaissance de ce type de retour et on va continuer, je pense. On parlait de full self-driving, de FSD, de Tesla. Justement, un peu d'actualité autour de Tesla, Guillaume. Oui, parce que Tesla fait quand même une annonce fracassante cette semaine. Il a fracassé les prix. Il baisse les prix, ouais. Et ouais, partout dans le monde. Et en France aussi, hein, c'est Noël. Enfin, presque entre 10 et 16% de baisse sur les modèles 3. Entre 6 et 17% de baisse sur les modèles Y. Et avec bonus écolo, la modèle 3 passe sous les 40 000 €. Un vrai cadeau. Non, c'est pas vrai. Mais bon, c'est quand même plus abordable, on va dire. Hein, faut l'avouer. De l'autre côté de l'Atlantique, on se retrouve parfois avec des baisses de l'ordre de 13 000 $ sur certains modèles. Si tu factorises aussi la remise d'impôt de l'Inflation Reduction Act, on peut se retrouver avec une ristourne de 30%. C'est une baisse de prix qui est violente, même carrément, et très soudaine. Et d'ailleurs, qui prend en traître tous ceux qui viennent d'acheter un modèle au prix fort en décembre. On salue tous ceux qui avaient validé leur commande il y a peu, ou même d'ailleurs les commerciaux Tesla qui ont dû se retrouver noyés sous les appels de colère. Voilà, d'ailleurs, les pauvres. Alors évidemment, les clients ne décolèrent pas, ils déversent leur haine sur les réseaux sociaux et sur Twitter, où comme ça tu peux interpeller Musk directement, c'est pratique. Il y a même eu une manif dans la rue en Chine. Bon. Alors, d'un point de vue économique, Tesla voit arriver l'année 2023 avec une certaine angoisse, apparemment, parce que voilà, avec le niveau de prix qu'ils avaient et un catalogue de modèles qui se renouvelle qu'assez peu depuis 6 ans, hein, ils n'étaient pas très sereins vis-à-vis de la concurrence féroce qui arrive. Hein, la plupart notamment des constructeurs chinoise. vont mettre de nouveaux véhicules sur le marché. Donc Tesla va devoir devenir de plus en plus compétitif sur les technologies comme sur les prix et sur la disponibilité. Bon, il est probable que les options des autres constructeurs auront des productions assez limitées. Tesla veut donc leur couper l'herbe sous le pied, en faisant basculer les hésitants chez lui. Il est aussi en train de prévoir une extension de 700 millions de $, à sa Gigafactory à Austin. Gigafactory qui, comme son nom l'indique, est déjà quand même monstrueusement énorme. C'est le 2e plus gros bâtiment du monde en volume. Donc 5 nouvelles unités qui vont être construites pour les batteries, nouvelle chaîne de montage, une unité cathode. Donc on se prépare à produire plus. Et à lancer aussi supposément le Cybertruck, qui va bien finir par sortir un jour, je suppose. Et donc, ce qui se profile finalement, c'est plutôt bon pour nous, puisque ça pourrait être le début d'une guerre des prix sur le secteur de l'électrique, qui en a pas mal besoin. Si les prix des voitures baissent, leur adaptation, évidemment, sera plus facile. Après, il y a peut-être l'obstacle de la fabrication, parce que si les constructeurs, eux, ils veulent bien sortir et vendre des trucs en masse, il faut encore qu'ils arrivent à trouver toutes les ressources et tous les morceaux pour fabriquer le truc. Enfin, ça pourrait faire des files d'attente qui pourraient tourner à l'avantage de Tesla, d'ailleurs, si ces usines tournent à plein régime. Avec toujours le souci de bien faire. Le tout, c'est pas de livrer, mais c'est de livrer avec la qualité. Puis il y a une composante informatique et logique dans ces voitures qui est évidemment essentielle. Et justement, ça ouvre peut-être aussi un peu la voie à une question autour de la sécurité, de la fiabilité des voitures, Guillaume. Sans parler d'autonomie, tu vois, de voitures autonomes, tout ça, qui sont évidemment des ordinateurs sur pattes, sur roues, les voitures sont de plus en plus remplies d'électronique dans tous les sens, de plus en plus connectées, de plus en plus sophistiquées, et si on en croise Sam Curry, de plus en plus vulnérables. Alors, je sais pas si tu as vu Fast and Furious 9 Pas du ou tout. 8. Je n'ai vu aucun Fast and Furious. En fait, j'ai dû en voir un, mais je m'étais endormi devant. De toute façon, je sais plus si c'est le 8 ou le 9 ou le 7, mais bon, comme t'as vu aucun, c'est bon. Mais bon, voilà, dans un des films, le méchant prend le contrôle à distance d'une armée de voitures. Je sais que des pilotes à distance. Les Fast and Furious, je suis désolé. C'est pas grave, c'est vraiment meuf, tu sais. Et bon, donc on se retrouve avec des images surréalistes de balais de voitures en 3D, dans la ville, ce qui est... Alors, c'est pas forcément crédible, mais c'est marrant à voir. Et en fait, au train où vont les choses, peut-être ça sera un jour possible, puisque Sam Curry a réussi à hacker à distance une demi-douzaine de marques, parmi lesquelles Honda, Kia, Nissan. Et ça, rien qu'avec l'identifiant de la voiture.
Parfois, tu peux t'introduire dans le système, parfois il faut un email ou un numéro de téléphone, mais c'est pas trop cher payé pour s'introduire dans la voiture et lui envoyer des commandes sur ce qui est asservi. Et parfois, il y a pas mal de trucs asservis. Il y a trouvé des failles dans le service LOLjack de Spireon qui permet d'avoir un accès administrateur. Et en fait, par exemple, de déverrouiller les portes, de démarrer le moteur, de géolocaliser le véhicule. Parfois même de changer la plaque d'immatriculation, parce que sur certains modèles, c'est en e-ink. Et donc, tu peux changer comme ça à la volée. Donc sur d'autres constructeurs, ou alors des prestataires, il a trouvé des infos personnelles, des bases de données, des fichiers de config, tout ça. Il y a des millions de véhicules qui sont concernés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après la révélation, la majorité des soucis ont été résolus. Une belle histoire qui se termine bien, même si la tendance, on l'a bien vu au CES, et t'as toujours plus d'informatique et plus d'automatisation dans les véhicules, et donc mécaniquement, a toujours plus d'occasions d'introduire des failles de sécurité. Donc peut-être un jour, Fast and Furious deviendra crédible. Fast and Furious aura été prophétique un jour, incroyable. Ça va presque me donner envie de me pencher sur ces films ou pas. Et puis pendant qu'on parle de sécurité, là aussi pour conclure cette rubrique, tu nous ressors un sujet qui est un peu un marronnier dans Tech Café, c'est un sujet autour des mots de passe. Spoiler, pas de complexité accrue ces derniers temps, Guillaume. Le ministère de l'Intérieur américain a mené un audit sur ses pratiques de sécurité informatique et il n'aurait pas dû. Enfin si, il a bien fait, mais les résultats ont dû filer un sacré coup au cœur des ingénieurs système. C'est pas bien de leur faire des chocs pareils à leur petit cœur, les pauvres. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils prennent bien leur Xanax. Donc l'audit a récupéré des hashes de mots de passe de plus de 85 000 employés. Donc les hashes, c'est les signatures cryptographiques. C'est comme dans le cas de LastPass dont on avait parlé, et que LastPass disait d'ailleurs qu'il était impossible de retrouver les mots de passe d'origine à partir de là. Bon. Dans les 90 premières minutes, les auditeurs avaient déjà craqué 16% des mots de passe. Au total, ils en ont eu 21%, dont 288 étaient des mots de passe admin, et 362 c'était des gros cadres de l'institution. Alors pour ça, ils ont utilisé une attaque à dictionnaire. Il y a un dictionnaire d'1,5 milliard de mots quand même, des mots d'un petit peu toutes les langues, des références à la pop culture, des mots de passe connus, des variations simples comme ça sur les mots de passe, sur des habitudes qui sont connues, et venant d'études de brèches antérieures. Et donc 478 utilisateurs ont utilisé le mot de passe, password avec un P majuscule, -1, 2, 3, 4. 389 ont utilisé Broncos 2012 avec des O0 à la place des O et $1 à la place du S. Ça paraît sécurisé comme ça sur le papier. Mais c'est ça, Broncos 2012 avec $1 à la place du S. Je veux dire, tu te dis, mais qui peut craquer ça? Voilà. Il y en a d'autres qui ont utilisé password avec un P majuscule, 1, 2, 3 $. Et en fait, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce sont des mots de passe non triviaux. Mais néanmoins des assemblages classiques et connus des hackers. Mettre un 0 à la place du O, ça vous protège de que dalle. Rajouter une date pour faire plus long, ça protège de rien non plus. Et ces mots de passe, ainsi d'ailleurs que 99% des mots de passe craqués, sont totalement compatibles avec les recommandations de sécurité du ministère. C'est-à-dire qu'ils sont plus de 12 caractères, ils ont des majuscules, des minuscules, des nombres, un caractère spécial, mais ils protègent de que dalle si tu as le bon matos. Et d'ailleurs, c'est quoi le matos? Il faut quand même du sérieux, puisqu'ils ont quand même utilisé 16 GPU, pour $15 000 quand même. Donc, oui, c'est du matos, mais c'est pas non plus astronomique. D'autant que ce genre de puissance, ça se loue aussi. Et puis, sinon, si t'en as moins, ça prend juste plus de temps. Et pour couronner le tout, d'ailleurs, la plupart des employés n'utilisaient pas l'authentification à 2 facteurs, y compris la majorité des comptes stratégiques. Donc c'est dur, quoi. Je me posais la question de pourquoi est-ce que quand un mot de passe est défini, il n'y a pas une mise en rapport avec toute cette bibliothèque de mots de passe qui sont insuffisamment sécurisés. Bon, après, c'est une logique dans laquelle on peut rentrer, mais qui est probablement sans fin. Moralité de votre côté, dès que vous avez des choses qui sont définies par un mot de passe, faites un mot de passe un peu intelligent. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, ça c'est ma préconisation personnelle. En attendant, on laisse de côté tous ces sujets qui sont bien trop sérieux pour une fin d'épisode de Tech Café pour avoir quelques infos autour des jeux vidéo, à commencer par un avis de décès, Guillaume. Ouais, c'est finito pour le Quest premier du nom. Alors, il est pas décédé, vous pouvez toujours jouer avec. Mais officiellement, Meta arrête le support pour le casque. Plus de mise à jour. Plus possibilité de se connecter à Horizon. Quel dommage, vraiment. Je suis désolé. Oui, ça va manquer, ça. Oui. Il reste que, c'est quand même pas super de couper comme ça le support, les mises à jour, après moins de 4 ans d'existence. Parce que, au moins, Windows 8.1 a été supporté pendant 9 ans. Et Windows 7 pendant 14 ans. Sur les dernières années, il fallait payer. Mais là, c'est fini. De toute façon, Windows 7 n'est plus mis à jour, même si vous payez, n'insistez pas, c'est fini, il y en a marre. Et Windows 8.1 non plus, il est temps de passer sous Linux. Donc,
Parce que si vous étiez sous 8.1 ou 7, ben vous avez certainement pas une machine compatible avec Windows 11, donc c'est le moment de passer au pingouin. Hein. Et ça fera peut-être pas de mal, peut-être que ça vous rendra bien des services, vous serez surpris, c'est un bel exercice à faire. On continue, Guillaume, avec des nouvelles pas forcément réjouissantes d'un point de vue résultat pour Ubisoft. Il semblerait que la santé de Ubisoft soit pas au beau fixe. Ben on espère sincèrement que Skull and Bones ne sera pas un naufrage, hein, parce que Ubisoft compte vachement sur son jeu de pirate, hein, parce que voilà, il prend le temps de le peaufiner. C'est bien. Parce qu'il est encore reporté. Ouais, voilà, c'est bien, mais bon, le jeu a été annoncé il y a 10 ans quand même, hein, comme une extension de Black Flag. C'est vrai, 10 ans. Oh, j'avais pas Et à l'époque, ouais, alors bon, ça a totalement changé depuis. C'est devenu la mémoire à part entière. Oui. Le problème, c'est qu'on n'a rien vu depuis 2017 quand même. Hein. Donc, il a été prévu pour 2019, puis pour 2020, puis pour février 2022. À un moment, c'était ça. Et puis bon, là, il faudra attendre jusqu'en mars 2023, si tout va bien. Wow. Le jeu doit avoir coûté plus de 150 millions, alors qu'il ne faut vraiment pas se vautrer. Il peut pas, il n'a pas le droit. On n'a vraiment rien vu ? Je suis désolé. Hein, Depuis 2017, je crois pas. Ouais. Je crois pas, il me semble pas, mais bon. En tout cas, bon, le truc, c'est qu'il y a Assassin's Creed Mirage qui est aussi en retard et Avatar qui est aussi en retard. Ubisoft ne va pas bien. Il compte annoncer une perte nette de 537 millions pour l'année fiscale 2022. Donc, il veut économiser 215 millions sur les 2 prochaines années. Ça risque de se faire sentir au niveau des emplois aussi. Il y a déjà des contrats qui ne sont pas renouvelés. Il y a des départs qui ne sont pas compensés par de nouvelles embauches. Pour le moment, les licenciements secs, vraiment, semblent peu nombreux. Espérons que ça continue. Après, voilà, ça n'a pas été folichon. Il faut dire que Mario le Lapin Crétin, la version de cette année, n'a pas fait des super ventes, pas plus que Just Dance 2023. Et comme Assassin's Creed Mirage a été reporté, il n'était pas là pour enflouer le tout l'année prochaine, donc l'année dernière. Donc c'est quand même dur. Du coup, Ubisoft annule des titres à tour de bras. Il y a 4 jeux qui ont été annulés l'an dernier. Il y en a 3 de plus qui viennent d'être sabrés. Et miraculeusement, je l'ai appris aujourd'hui, pas Beyond Good and Evil 2. Voilà. Qui serait quant à lui toujours vivant. Voilà, donc ça a été un cauchemar ce truc. Le développement de ce truc a déjà pris tellement de temps et de ressources que je pense qu'ils peuvent pas se décider à tout foutre à la poubelle. Le jeu c'est devenu un mème, quoi. Le jeu est d'ailleurs devenu tellement super ambitieux au fil du temps. Il est en dev depuis 15 ans. Je sais pas. J'espère vraiment que ce sera un succès et vraiment je leur souhaite de tout cœur. Mais bon, voilà, 15 ans de développement, le jour où il va sortir, je sais pas quoi. Si j'étais dev sur ce jeu, je crois que je ferais une dépression post-projet mais monstrueuse. Ouais, ce qui serait intéressant, c'est de savoir le pourcentage de l'équipe initiale au début du développement du jeu est encore présente sur le projet. Ceux qui ont survécu à Michel Ancel, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, Magnifique. On conclut avec Stadia. On l'avait annoncé, un Stadia ferme. Il y avait une inconnue quand même, c'était est-ce qu'on allait avoir une possibilité de réexploiter, de réutiliser la manette Bluetooth qui était plutôt cool a priori. Écoute, oui, parce qu'en fait, elle n'était pas Bluetooth, c'est ça qui est... j'étais convaincu qu'elle était Bluetooth, pardon. Et elle était loquée, elle était normalement censée fonctionner uniquement pour Stadia, cette manette. Ouais. Et donc, cette manette qui servait déjà de presse-papier depuis un bon moment, à mon avis, va devenir une manette, mais une vraie, parce qu'elle va être débloquée, vous pourrez utiliser le Bluetooth, donc il y a les composantes Bluetooth dedans, mais il n'était pas activé, c'est ça, d'accord, j'ai compris. Il n'était pas activé, là il a été ouvert, ce qui veut dire que vous pourrez désormais utiliser la manette Stadia sur un téléphone Android par exemple, et du coup, ça lui donne un petit coup de jeune, et c'est pas plus mal. Ça fait des déchets en moins. Et puis voilà, elle sera probablement plus utile comme ça qu'elle ne l'a jamais été. Oui, je sais, c'est méchant, je sais, mais dites-vous bien qu'on n'a jamais été plus méchant avec Stadia que Google ne l'a été lui-même. Hein. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'ils ont été sévères avec leurs propres produits. Du coup, guettez peut-être sur le bon coin. Vous allez avoir des manettes Stadia qui peuvent être, à mon avis, des bonnes options à envisager du coup pour les jeux vidéo. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue extrêmement complète et ce regard très critique autour de tous ces sujets qui sont diablement complexes mais terriblement important pour notre quotidien et puis peut-être aussi pour notre avenir. Je pense que vous l'avez entreaperçu au fil de nos discussions. C'était un grand plaisir de passer cet épisode avec toi Guillaume. J'espère que ça a été un grand plaisir pour vous de nous écouter et je me dois bien évidemment de vous rappeler que si c'est le cas, on compte sur vous pour nous soutenir et faire, comme je vous le disais en introduction, de cette passion un vrai travail en allant sur patreon.com/techcafé. Vous pourrez nous soutenir et en échange de quelques euros par mois à la hauteur de ce que vous semblez juste d'investir, vous profiterez du chapitrage des épisodes et du flux privé du podcast, garantie sans pub. Et puis bien évidemment, je vous invite à faire connaître le podcast sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict, réagir sur techcafé.fr et discuter entre vous et avec nous sur Discord et aussi, évidemment,
nous suivre et nous retrouver à titre individuel. Guillaume, pour te retrouver, c'est d'ailleurs très simple, je crois. Oui, bah moi on va me retrouver en train d'essayer de faire tourner Godel pour discuter avec parce que j'ai pas d'amis. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. J'ai très envie de creuser moi aussi, j'ai envie de faire des tests là-dessus. Est-ce que je vais avoir le temps? Suspense. En tout cas, vous me retrouvez forcément à Amiens ou Amiens Tech Festival le 26 janvier à venir si vous écoutez cet épisode avant cette date. Si vous êtes dans les parages, je serais ravi de vous croiser. Et sinon, vous cherchez Guillaume Vendée sur les réseaux sociaux. Je pense que vous me trouverez assez facilement. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.